La Sicile au carrefour des cultures. Cette carte touristique montre les différents lieux que nous allons parcourir durant ce moment que nous allons passer ensemble. Nous allons parcourir quand même presque 3 millénaires, mais évidemment, nous passerons très vite et nous essaierons d'en retenir que l'essentiel. Alors la Sicile, d'abord, il faut savoir qu'elle se trouve, bien sûr, vous le voyez sur cette carte, au milieu de la Méditerranée et dans un lieu qui est susceptible d'attirer toutes les grandes civilisations qui sont nées et qui se sont développées autour de cette mer. Cependant, vers la fin, dans une deuxième partie que nous verrons une autre fois, la situation deviendra moins favorable et de position centrale, on en arrivera à une position un petit peu oubliée, mais ce sera vraiment plus tard. Donc la Sicile au carrefour des cultures. À l'origine, nous n'allons pas nous étendre beaucoup sur ces trois peuples que les Grecs, les anciens Grecs distinguaient en Sicile, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur eux. Ce qu'on sait, c'est que les Sicules ont donné leur nom à Sicile et que ce sont les derniers arrivants, les autres les ayant précédés. Mais probablement, il s'agit tout de populations venues d'Italie. Ce qui est plus important, c'est de voir la situation au 8e siècle, au moment où va commencer notre affaire. Au 8e siècle, en effet, l'Égypte antique est en déclin, elle est occupée, les Romains ne sont pas encore puissants, et par conséquent, les deux grands occupants de cette Méditerranée, les deux grands peuples, ce sont les Phéniciens, d'une part, et d'autre part les Grecs. Les Phéniciens sont en rouge, ils viennent de la côte de Syrie, et ils se sont répandus surtout sur la partie sud de la Méditerranée. En moins 814, ils fondent Carthage, et du coup, nous allons les appeler là les Carthaginois. Mais en fait, ce sont évidemment les Phéniciens. Ils connaissent l'écriture et ils connaissent le commerce. Ce sont des commerçants, ils établissent des comptoirs partout. Pour les Grecs, c'est la même chose. Ils connaissent l'écriture et ce sont des commerçants. Ils se sont établis autour de la Grèce à la fois à l'Orient et à l'Occident. Et donc, en Occident, ils se sont établis en Sicile. En Sicile se trouvent les deux civilisations. Dans la Sicile occidentale, les Carthaginois et partout ailleurs, les Grecs. Les Phéniciens ont d'abord avant le 8e siècle. Mais ensuite, à partir du 8e, ils créent de véritables cités commerçantes, notamment en Sicile. Alors, les deux cités les plus importantes, ici, c'est Motier et ici, Palerme. Alors, on voit sur cette diapositive une reconstitution de la cité phénicienne de Motier. Vous voyez, c'était une cité fortifiée sur une île. Les Phéniciens aimaient beaucoup cette situation, vous voyez, sur une île, parce que ça leur assurait la sécurité. Et puis, cette île accède par une route voilà, qui permet de la relier à la terre. Ici, le port, donc à l'intérieur de l'île, un port. Aujourd'hui, il ne reste rien de tout ça, c'est pour ça que c'est une reconstitution. On voit vaguement une île avec un trou d'eau au milieu, et c'est donc le port, le coton de Poitiers, le bassin artificiel qui avait été construit par les Phéniciens. Vous voyez sur cette carte la situation ici, voilà l'île, et donc la chaussée qui la reliait à la terre n'est pas figurée. Bon, les Grecs arrivent à peu près au même moment, mais eux fondent de véritables villes, et surtout, ce que les Grecs recherchent aussi, en plus des Phéniciens, c'est une zone agricole. Il leur faut en effet à la fois le port et la zone agricole, car ces gens qui arrivent de Grèce partent au fond pour toujours. Hein, ils fuient, ils quittent leur cité d'origine parce que elle est, par exemple, trop peuplée, qu'il n'y a pas assez de ressources, ou parce qu'ils cherchent l'aventure, et ils fondent donc sans retour des villes dans cette Sicile qui leur paraît vide et susceptible de développer leur richesse. Alors on voit sur la carte, n'est-ce pas, il y avait par exemple les Corinthiens de Syracuse. Les Corinthiens ont fondé Syracuse, tandis que les gens de Mégare c'est près de Corinthe aussi, qui ont fondé Mégara Ibléa. Et ensuite, dans un deuxième temps, ces cités d'origine fondent elles-mêmes de nouvelles cités en Sicile. Et on a donc ici la carte des cités mères et des cités secondaires de Sicile.
Alors, bien sûr, la Sicile, c'est une... Et les Grecs qui ont construit de grands édifices qui sont encore visibles aujourd'hui. Ici, nous sommes, on voit sur la carte, à Ségeste. Ségeste, curieusement, n'est pas une ville grecque, c'est une ville des Élymes, et les Élymes étaient très proches des Carthaginois. Et cependant, vous voyez, ils ont construit, alors un temple qui a été inachevé. Ils ont construit au moins 5e siècle un temple comme les Grecs, puisque le temple, c'est l'édifice le plus emblématique de la civilisation grecque. Le temple qui est dédié, comme on le sait bien sûr, aux dieux, et qui sont des édifices imposants, puisque vous voyez, ça représente là 6, 7 même, 6 colonnes, ici 13 par exemple, et donc ça représente à peu près la taille du Parthénon. C'est un tout petit peu plus petit que le Parthénon. Alors il y en a comme ça de très nombreux. Il y en a ici à Sélignon, qui est proche de Ségeste. Il y en a bien sûr à Agrigente. Agrigente qui est la seconde ville de la Sicile grecque. Vous voyez ici le temple de la Concorde. Alors celui-ci, 6 colonnes par 13, est mieux conservé que les autres parce qu'il a servi d'église à un moment donné, et ce qui a permis donc de mieux l'entretenir. Agrigente, qui est une ville connue aussi pour le développement des richesses culturelles, de théâtre, de poésie, d'histoire. Le nom qui est attaché à Agrigente, c'est le philosophe Empédocle. Et enfin, Syracuse, la plus importante de toutes les cités de la Sicile grecque, qui est fondée en moins 763 sur une île, l'île d'Ortygie, au fond comme les Carthaginois, et qui va ensuite se développer, déjà à l'époque grecque, sur le continent. Elle se développe si bien que c'est une cité qui atteint la puissance d'Athènes ou de Sparte. On la connaît moins. On se penche plutôt sur les cités de la Grèce véritable, mais c'est une cité qui va jouer le rôle de capitale un peu de la Sicile grecque. Voilà le temple d'Apollon, qui est en l'entrée de l'île, et qui est donc de la taille, vous voyez, du Parthénon, à peu près 8 colonnes pour le Parthénon, 6 ici, mais c'est à peu près la même chose. Et puis le théâtre de Syracuse, qui est le plus grand du monde grec. Il est situé non pas sur l'île, mais sur la partie continentale, parce qu'il a été construit un peu après, au moins 5e siècle, et donc la ville s'était déjà développée de l'autre côté. Alors ça, c'est un théâtre grec typique. Nous allons en voir d'autres dans le cours de notre exposé. Les villes de Sicile sont souvent gouvernées par des tyrans. Alors les tyrans, c'est pas forcément un tyran au sens où on l'entend en français, mais c'était quelqu'un qui s'emparait du pouvoir, généralement à l'aide du peuple, et théoriquement au bénéfice du peuple. Et ce tyran s'empare du pouvoir parce qu'au fond, le peuple est mécontent du gouvernement aristocratique qui est subi. Alors, évidemment, tous les tyrans ne sont pas après, ne gouvernent pas après favorablement pour le peuple. Mais enfin, c'est l'origine de cette affaire. Le plus célèbre, c'est Denis l'Ancien. Il a gouverné longtemps Syracuse, et lui, effectivement, l'a gouverné de façon dictatoriale, c'est vrai, d'où le sens qu'a pris ce mot tyran, mais c'est vrai qu'il a gouverné aussi au bénéfice de l'ensemble de la population. Il va faire de cette ville, de Syracuse, vraiment la capitale du monde de la Sicile grecque. Alors, on voit ici l'épée de Damoclès. Alors, je me suis amusé à montrer ça. C'est parce qu'il avait un serviteur qui s'appelait Damoclès et voulant lui apprendre que dans la vie, rien n'est assuré jamais, il lui avait suspendu cette épée autour d'un fil pour lui montrer que, évidemment, tout était suspendu à peu de choses. Lors de la grande guerre du Péloponnèse, c'est celle qui va ruiner la Sicile, parce que Athènes et Sparte vont se faire la guerre à mort. Vous voyez donc les deux coalitions, en bleu la coalition de toutes les cités favorables à Athènes, et en marron la coalition autour de Sparte. Les Grecs se sentaient divisés, si vous voulez, c'était tous Grecs, ils avaient conscience
de parler la même langue, d'avoir la même culture, mais ils étaient divisés, ils se sentaient divisés en doriens et en ioniques, c'est-à-dire, au fond, les ioniques, c'était les habitants qui avaient été là préalablement, les doriens étaient arrivés un peu après, et du coup, il y avait ces deux traditions qu'on retrouve dans l'art, hein, les colonnes doriques, des temples que nous avons vus, c'était des temples doriques, et les colonnes ioniques. La troisième définition, le corinthien, ça correspond à, c'est du ionique en fait, hein, c'est pas quelque chose de différent, de véritablement différent. Donc ça, au cours de cette guerre du Péloponnèse, Athènes monte une expédition pour s'emparer de Syracuse, et Syracuse réussit à battre la flotte athénienne, ce qui montre, ce que je disais, la puissance de Syracuse. Le grand philosophe, il vient en Sicile. Il vient en Sicile un peu après la mort de Socrate. Et c'est grâce à Platon qu'on connaît bien sûr Socrate et grâce à ses disciples. Et il vient avec une mission pour conseiller Denis, pour conseiller le tyran de Syracuse. Mais bien sûr, c'était difficile pour ce philosophe de conseiller ce tyran, et donc ils ne s'entendent pas très bien. Et il finit son histoire vendu comme esclave. Alors on ne sait pas s'il a été vendu comme esclave parce que Denis s'en est débarrassé, ou bien si il est vendu comme esclave parce que son bateau ayant fait naufrage, les pirates l'ont recueilli. Mais en tout cas, comme c'est Platon, quelqu'un le reconnaît, peut le racheter et il s'en tire. Et il reviendra encore, malgré cette aventure, pour le fils de Denis, avant de renoncer définitivement à sa fonction de conseiller, qui a été un échec total. Bon. Donc, vous rappelez que, à la fin du monde grec, toutes les villes de Grèce sont soumises au pouvoir de la Macédoine et donc d'Alexandre, le grand conquérant de l'Orient. Et c'est à cette époque qu'un nouveau tyran de Syracuse va dominer toute la Sicile. Mais c'est jamais définitif. Et par exemple, ici, la carte date de moins de 264. On voit que les Carthaginois, en vert, ont repris presque toute la Sicile. Donc, à ce moment-là, les Grecs font appel à un roi grec, les Pires, c'est en Grèce, Pyrrhus, qui va se battre à la fois contre les Romains, qui deviennent de plus en plus puissants en Italie du Sud, et les Carthaginois. Alors, il va remporter plusieurs victoires, mais des victoires à la Pyrrhus, comme on dit, c'est-à-dire qui ne sont pas décisives, et finalement, il sera vaincu par les Romains. Et c'est les Romains qui vont chasser les Carthaginois lors de la première guerre punique. Et évidemment, cette guerre punique, ce n'est que la première. Alors, pourquoi guerre punique? Eh bien, parce que les Romains appelaient les Carthaginois punis, donc du coup, c'est bien la guerre contre les Carthaginois. Il y aura une deuxième guerre punique, et au cours de cette deuxième guerre punique, la ville de Syracuse n'est pas véritablement dans le camp romain. Donc, elle est finalement assiégée par les Romains, qui donc s'emparent de la ville en moins de 111, et c'est à ce moment-là que se situe la mort du grand Archimède, citoyen de Syracuse, qui a contribué à organiser la défense de la ville et qui est assassiné par un soldat romain parce qu'il s'occupe beaucoup trop là de ses problèmes mathématiques et qui n'entend même pas ce qui se passe autour. Vous voyez, les mathématiques, c'est très dangereux. Alors, la Sicile devient romaine. Elle devient des romaines de moins 210 à plus 440 et rassurez-vous, on n'a pas trop de choses à en dire parce que finalement, même si elle est au centre du monde romain, elle est au centre du monde romain, mais au fond, c'est une province dont on s'occupe assez peu. C'est le grenier à blé de Rome, donc on s'en occupe tant qu'elle fournit du blé, mais sinon, on a peu d'événements en Sicile, sinon la révolte des esclaves. Car autour du 1er siècle avant Jésus-Christ, au 2e et au 1er siècle, les Romains font de nombreuses victoires en Orient, puisqu'ils vont s'emparer de tout le monde grec, et cela va provoquer un afflux considérable d'esclaves. Il y aura donc en Sicile beaucoup d'esclaves. Alors,
On ne sait pas, peut-être, est-ce qu'il y avait trop d'esclaves, est-ce qu'il y avait des esclaves qui étaient livrés à eux-mêmes, est-ce qu'il y avait… En tout cas, il y a deux révoltes très sérieuses d'esclaves. Il faut comprendre que ces esclaves étaient non pas des descendants d'esclaves, mais des anciens hommes libres. Et par conséquent, ce statut d'esclave leur était particulièrement pénible. Et c'est ainsi que deux guerres d'esclaves, moins 140, moins 132, moins 104, moins 100, qui sont dirigées par des esclaves capables de créer de véritables États. Et il y aura pendant plusieurs années un pouvoir de Sicile indépendant jusqu'à ce que les régions romaines réussissent à massacrer tout le monde. Vous voyez, la Sicile, pour les Romains, n'appartient pas véritablement à l'Italie, puisque l'Italie, au temps de César, a le droit romain, c'est-à-dire les Italiens sont citoyens de Rome, tandis que la Sicile n'aura que le droit latin, c'est-à-dire un droit inférieur. On n'est pas citoyen de Rome, mais on a des garanties pour le commerce et la vie économique. On a les mêmes garanties que les citoyens, mais pas pour la vie politique. Voilà. Il y aura cependant des colonies romaines en Sicile, Syracuse, Palerme, alors Taormine. Là, les colonies romaines, elles ont évidemment le droit romain. Donc, Taormine. Taormine, c'est une ville qui a été remaniée par les Romains. Alors, voici le théâtre de Taormine. Et les Romains, dans ce théâtre grec, ont rajouté le mur de Seine, vous voyez, ça c'est la partie romaine, et puis toute la partie là-haut qui permet de se promener, de mettre les esclaves. C'est là où ceux qui assistent au spectacle là sont ceux qui ont payé le moins cher. Voilà. L'amphithéâtre de Syracuse, 20 000 places. Il a été fait par les Romains. C'est un des plus grands de l'Empire. Vous voyez, il correspond à ceux de Vérone et de Capoue. Pour vous donner une idée, Arles, c'est la moitié, hein, c'est presque la moitié, 12 000. Et en même temps, c'est le signe que la Sicile se romanise, mais en même temps, nous savons que pendant que la Sicile se romanise, eh bien, Rome s'hellénise, c'est-à-dire s'ouvre à la culture grecque. Alors, c'est évidemment un double mouvement. Nous en arrivons au IIIe siècle, à l'arrivée du christianisme en Sicile. Il y a donc un christianisme en Sicile de langue et de liturgie grecque, mais qui, de par la proximité avec l'Italie, garde des liens forts avec l'Église de Rome. Donc la Sicile joue, dans ce début du christianisme, joue le rôle de pont entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Sinon, la communauté devait être très importante, puisque les catacombes de Syracuse, sont comparables à celles de Rome. En Sicile, on parle grec, bien sûr, et latin. Les deux langues sont employées. On voit apparaître le culte des saints avec le christianisme. Ça remplace un peu les cultes orientaux qui existaient avant, comme celui d'Isis. Donc, Sainte Agathe à Catane, Sainte Lucie à Syracuse. À Syracuse, ce sont des vierges et martyrs, c'est-à-dire des citoyens romains voulaient les épouser de force, elles ont refusé. On les a envoyés à la mort, bien sûr, ou au cirque. Au 5e siècle, c'est le siècle des invasions barbares. Donc l'Empire d'Occident, donc l'Empire est partagé en deux parties, l'Empire romain d'Occident va se tomber aux mains des barbares, l'Empire romain d'Orient va continuer jusqu'au 15e siècle. Alors, ce qui nous concerne, nous, c'est les Vandales. Les Vandales partent comme les Ostrogoths, les Visigoths de Germanie, mais ils vont descendre jusqu'en Afrique et ils vont en 420 arriver en Sicile. Bon, ils vont pas rester beaucoup, ils vont pas laisser une grande trace. Donc la Sicile sera peu atteinte par les Vandales, parce que il vaut mieux, parce que les Vandales étaient parmi les peuples germaniques. Les Vandales sont ceux qui ont détruit le plus la civilisation urbaine romaine. Les autres, les Visigoths, ont essayé au contraire de la maintenir d'une certaine façon. Mais en 533, les Byzantins, c'est-à-dire l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient, réussit à chasser les barbares de Sicile parce que
Au fond, l'Empire romain d'Orient, avec le grand empereur Justinien, cherche à reconstituer la totalité de l'Empire. Et par conséquent, la Sicile redevient romaine dans l'Empire d'Orient, c'est-à-dire dans la civilisation grecque. C'est une Sicile prospère, c'est une Sicile qui envoie son blé à Constantinople et non plus à Rome. C'est une province autonome. Il y aura même à un moment donné, elle sera capitale de l'Empire d'Orient, quelques années, parce que l'empereur s'y sera installé. Et donc, elle redevient un centre de la civilisation grecque, même si c'est plus tout à fait la même civilisation, bien sûr, que celle dont on a parlé à l'origine. Mais elle va rester longtemps, même au Moyen-Âge. Hein, cette culture grecque restera longtemps en Sicile. Au 8e siècle, grand changement dans l'histoire du monde, puisque de nouveaux acteurs apparaissent. Certes, l'Empire byzantin est toujours là, l'Empire romain d'Orient, on l'appelle maintenant de plus en plus byzantin parce qu'il est de plus en plus grec. Il est encore un petit peu présent en Italie, mais assez peu. Mais il est encore présent en Sicile, mais plus pour longtemps, nous allons voir, car en effet, les nouvelles puissances qui apparaissent, c'est pour l'Italie les Lombards. Ces Lombards menacent Rome, ils menacent le pape, et par conséquent, le pape va se trouver un nouveau protecteur, une nouvelle puissance. Ce sont les Francs, c'est le royaume des Francs qui va devenir, avec Charles, la constitution de l'Empire d'Occident. Alors ça, c'est un projet du pape, hein, de reconstituer l'Empire d'Occident à travers le royaume des Francs. Et puis, l'autre grande puissance qui apparaît, c'est évidemment l'Empire musulman. Bon, on sait qu'il est né après la prédication de Mahomet, mais il s'est étendu à une vitesse folle de tout l'Orient, toute la Syrie, jusqu'en Espagne, et même jusqu'à Narbonne, Carcassonne, qui ont été un moment comprises dans l'Empire musulman. Alors voilà, cet empire musulman menace la Sicile, et bien sûr, ça sera la dernière conquête pour les musulmans. 827, ils débarquent en Sicile et ils vont s'en emparer assez lentement. Hein. Ça va durer quand même un siècle pratiquement, la conquête de la Sicile. Ils vont s'en emparer de l'ouest vers l'est, et Palerme sera la capitale de la Sicile musulmane. Alors, c'est une période de prospérité qui s'ouvre pour la Sicile parce que ces Arabes vont apporter de grandes nouveautés. Ils vont apporter d'abord la maîtrise de l'eau, ça c'est le plus important. Donc, ils vont créer des jardins irrigués. C'est une agriculture de petite propriété, donc c'est plus comme du temps des Romains avec ces grandes propriétés qu'on appelle les latifundia. Ils vont devenir de plus en plus nombreux, bien sûr, et la Sicile va dépendre du califat fatimide, mais elle est relativement, bien sûr, autonome. Alors, ils amènent ces Arabes, dans le cadre de cette agriculture irriguée, du coton, des aubergines, des fraises, de la canne à sucre, artichauts, agrumes, abricotiers, arbres fruitiers, vers à soie, indigo, henné. Vous voyez, donc beaucoup de richesses qui étaient tout à fait inconnues, puisque la Sicile était comme l'Italie, comme l'Europe, avec les plantes que nous connaissons chez nous, les fèves, les choux, voilà. C'était les raves, c'était pas très varié. Alors, voilà l'exemple. Palerme devient une oasis magnifique. Et cette oasis de Palerme ne survivra pas, d'ailleurs, à la conquête arabe. C'est-à-dire que quand les Arabes sont chassés, l'oasis, finalement, l'oasis disparaîtra. Un canal. Qu'est-ce qu'un canal? C'est un puits horizontal qui permet d'aller chercher l'eau dans la montagne et qui permet donc d'irriguer en continu les cultures. Les chrétiens, ils sont évidemment en Sicile, au départ, ils sont majoritaires. Ils ont ce fameux statut de dhimmi, comme en Espagne, c'est-à-dire, et comme en Orient, c'est-à-dire qu'ils ont un statut de citoyen de seconde zone. Il faut qu'ils respectent la majesté de l'islam. Ils ne peuvent pas construire de maisons plus hautes que celles des musulmans, ils ne peuvent pas monter sur un cheval, ils peuvent utiliser un âne, etc., etc. En justice, leur témoignage vaut la moitié de celui d'un musulman, etc., etc. Donc ce statut leur permet quand même d'aller dans leurs églises, de célébrer leur culte, mais ils n'ont pas le droit de construire de nouvelles églises, ils n'ont pas le droit de faire de nouveaux adeptes,
Donc finalement, et puis ils payent souvent un impôt supplémentaire. Donc au fil du temps, la population chrétienne est vouée à diminuer, bien sûr, même s'il n'y a pas de persécution particulière. Mais c'est évidemment le destin, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux et les musulmans de plus en plus nombreux. Après, chacun reste un peu dans sa société, puisque chacun a sa loi, chacun a ses règles. Donc il y a bien des passages, bien sûr. Il y a en Sicile beaucoup de couples mixtes, parce que la femme peut être chrétienne, l'homme généralement est musulman. Et en Sicile, ça a pu se vivre comme ça a pu se continuer. Bon. Palerme, capitale de la Sicile musulmane. 300 000 habitants, dit-on. On avait parlé de Cordoue, 400 000 habitants pour l'Espagne. Cordoue, c'était une des plus grandes villes de la Méditerranée, avec Constantinople, Alexandrie, Bagdad. Mais vous voyez, c'est pas mal pour Palerme quand même, c'est une des plus grandes villes de la Méditerranée. Alors voilà le palais de l'émir. L'émir, c'est ce qui gouverne au long du calife à Palerme. Évidemment, là, il a été remanié après, mais bon, on reconnaît les coupoles, par exemple. Alors, cet art arabe, il en subsiste peu aujourd'hui en Sicile, surtout dans des bâtiments qui ont été remaniés. On voit ici une ancienne mosquée transformée en église et on reconnaît bien les dômes musulmans. Ce qui reste surtout de cette époque, c'est la cuisine. La cuisine sicilienne s'est enrichie de cet apport des Arabes. Alors on dit que le couscous de poisson a été créé en Sicile. Bon, certains disent que c'est en Tunisie, puis qu'elle est allée en Sicile, d'autres que c'est en Sicile, puis qu'elle est allée en Tunisie. Le couscous de poisson serait donc un plat typiquement sicilien, puisque le poisson, évidemment, abondait sur l'île. Mais il faut apporter, je l'ai dit, la canne à sucre, donc le sucre de canne, d'où l'importance des pâtisseries. Alors, on connaît en Sicile un gâteau qui vient de l'époque arabe, la cassata. C'est un gâteau fait de brousse de brebis, une pâte de génoise, et qu'on recouvre de pâte d'amandes, de fruits confits, on peut mettre des pistaches, etc. Et puis également le nougat. Il n'y a pas évidemment de nougat possible sans de grande quantité de sucre et de miel. Donc voilà deux desserts qui viendraient de cette époque. En 1061, des chefs arabes demandent l'aide de mercenaires normands qui se battent en Italie du Sud. Bon, c'était assez courant dans ces sociétés où il y avait des chrétiens, des musulmans, où il y avait des Normands, des Italiens, des descendants des Romains. C'était assez courant quand même de faire appel à des étrangers quand on ne pouvait pas faire autrement, bien sûr, parce qu'on était à ce moment-là acculés. Bon, et cet appel aux mercenaires romains va mal tourner pour les Arabes. Qui sont ces Normands? Eh bien, ce sont les Normands, c'est le nom latin, Vikings, c'est le nom germanique. Alors, ces Vikings viennent de Norvège et de Suède, et ils se sont au début, au Haut Moyen-Âge, ils se sont déplacés vers le sud. Alors, on sait qu'ils sont allés, par exemple, dans la mer du Nord. Alors, bon, ils sont allés en Angleterre, ils ont fait le tour des côtes françaises, d'Espagne, ils sont même arrivés en Méditerranée. Ils sont allés également sous le nom de Varev Rousse, créer un État de Kiev, dont les Russes et les Ukrainiens se disent les descendants, n'est-ce pas? On sait que un descendant de Charlemagne les a installés en Normandie pour qu'ils arrêtent leur pillage. Et c'est de là, en Normandie, donc pays des Normands, qui vont repartir vers l'Angleterre en 1066, qui vont repartir vers, du coup, la Sicile, ce que nous allons voir, parce ils partaient vers l'Orient, parce qu'ils étaient attirés aussi par la croisade, car c'est eux qui vont fournir, les Normands, les principaux contingents des croisés. Bon, bien sûr, ces Normands en Normandie, ils sont devenus français, ils ont abandonné leur langue germanique, ils ont adopté le français, ils se sont mariés avec les familles françaises aristocratiques, et donc, quand ils arrivent en Sicile ou en Terre Sainte, et en Angleterre, bien sûr, ce sont des chevaliers français, bien entendu. Bon. Alors, quelle est leur
sa puissance, elle vient de la chevalerie. L'Occident arrive à fabriquer maintenant des armures, des armes de qualité, et donc l'ensemble, cheval, armure, armes, fait qu'ils sont invincibles et qui vont rester invincibles pendant de nombreux siècles, jusqu'à la guerre de 100 ans, pour simplifier. Et ils vont donc débarquer en Sicile et s'emparer finalement de cette île. Alors ce sont les descendants de Tancrède de Hauteville, qui est un seigneur de Normandie, qui vont mener cette opération. D'où le nom de Hauteville, qui est le nom de cette dynastie, Roger, le comte Roger, puis le second, Roger, qui va être le fondateur du royaume de Sicile. Il est couronné à Palerme en 1130, et vous voyez, il va fonder une monarchie mi-occidentale, parce qu'elle vient bien sûr de la féodalité, puisqu'il est, en somme, il va distribuer des terres de Sicile à ceux qui l'ont aidé et qui deviennent donc des seigneurs, mais c'est aussi une monarchie orientale, en ce sens que les Grecs et les Arabes qui sont en Sicile et qui avaient une administration vont continuer à travailler, et donc ils auront un véritable État qui sera un État puissant et qui sera une grande puissance européenne derrière la France, l'Angleterre, s'il vous plaît, et le Saint-Empire romain germanique. Voilà, ceci nous le verrons dans un deuxième partie. La Sicile au carrefour des cultures. Deuxième partie. Lors de la première partie, nous avions évoqué toute la période qui va de la haute antiquité, la période grecque et phénicienne, puis la période romaine, puis byzantine, puis arabe. Et nous étions arrivés au moment où les Arabes avaient appelé à leur secours des chevaliers normands, ces Normands qui s'étaient installés un siècle avant, autour de l'an 900 en Normandie, et qui s'étaient alliés avec des chevaliers français qui avaient adopté la langue française, qui se retrouvent combattant dans le sud de la Sicile et qui, du coup, soutenus par le pape, eh bien, vont entamer cette conquête de la Sicile au début du XIe siècle. Donc, cette conquête est réalisée rapidement et le premier souverain qui organise ce grand royaume normand de Sicile, c'est Roger II de Hauteville. Il va régner de 1095 à 1154, il va créer un royaume puissant, puissant parce qu'il est à la fois un royaume féodal, c'est-à-dire il amène avec lui la féodalité française, mais une féodalité directe, c'est-à-dire qu'il est le souverain direct de tous ses compagnons, et en même temps aussi un pouvoir oriental, puisqu'il va utiliser bien ce que les Byzantins et les Arabes ont laissé, c'est-à-dire une administration efficace. Et donc ce pays va devenir eh bien, une puissance qui va compter au niveau européen. Parce qu'il est à la fois roi de Sicile, sa capitale est Palerme, mais il est aussi le roi de l'Italie du Sud, puisque la conquête s'est faite aussi dans l'Italie du Sud. Voilà. Donc c'est un ensemble, on le voit sur cette carte, qui est très important et qui peut donc rivaliser, on va dire, avec le royaume de France ou le royaume d'Angleterre. Alors, dans cet état des Hauteville, comme ils sont très peu nombreux, en fait, c'est normal, ils vont avoir l'obligation, de toute façon, d'intégrer des populations locales, c'est-à-dire à la fois les Grecs qui viennent de l'époque byzantine, les Arabes, qui sont évidemment très nombreux et qui, au début, sont majoritaires, et puis les populations qui viennent d'Italie. Ce qui fait que la vie dans cette Sicile normande ressemble un peu à ce qui se passe à la même époque en Espagne, l'Espagne qui a été conquise par les Arabes, mais où coexistent des populations chrétiennes, juives et musulmanes. Bon, donc c'est un peu la même chose. Il résiste donc à ce climat d'intolérance qui monte à l'époque, puisque nous sommes, on l'a vu au début du XIe siècle, à l'époque des croisades, en 1099, Jérusalem est pris par les croisés. Donc partout on se bat entre
chrétiens et musulmans, et ici en Sicile, eh bien, au contraire, on coexiste. Vous voyez que le français, le grec, l'arabe et le latin sont les langues officielles, et ça montre donc cette diversité culturelle, et du coup, ça justifie notre titre, la Sicile au carrefour des cultures. L'exemple le plus emblématique de l'intégration des populations islamiques dans l'administration est la carte que l'on voit sur l'écran, la carte qui a été faite par un géographe arabe, El Al-Adrizi. Et il a été réalisé pour le roi Roger II, et on voit sur cette carte, qui est une carte approximative, bien sûr, sur l'époque, hein, nous n'avons pas encore les calculs savants qui permettront de faire des cartes exactes, on voit se dessiner la mer Méditerranée, vous voyez, la Sicile, et puis ici la mer Rouge et le golfe Persique. Voilà. Donc, on dit que les Grecs sont plutôt sollicités pour la marine, les Arabes pour les finances, pour les mathématiques, et les Normands, bien sûr, ont le pouvoir et disposent donc des armes. Dans cet état normand, les trois cultures vont se mélanger finalement harmonieusement parce que les Normands vont beaucoup construire. Et pour construire, eh bien, ils vont utiliser des artisans et des artistes qui ressortent de toutes les cultures dont on a parlé, c'est-à-dire à la fois les latines, byzantines ou arabes. Donc, on voit ici sur la coupole grecque, d'où son nom de Santa Maria dell'Amiral, un amiral grec au service du roi Roger. Et cette coupole, c'est donc une coupole tout à fait byzantine, avec des ouvriers spécialistes des mosaïques qui l'ont réalisée. Donc, cette architecture française, parce que ce sont des Normands, va contenir en somme une décoration intérieure orientale, arabe et byzantine. On voit ici, dans la cathédrale de Cefalù, qui est du XIIe siècle, la mosaïque du Christ Pantocrator, c'est-à-dire tout-puissant, qui est une des plus belles des édifices siciliens de cette époque, qui est la plus belle, considérée comme la plus belle des édifices siciliens de cette époque. On a une mosaïque semblable dans la cathédrale de Montréal. La cathédrale de Montréal est tout près de Palerme. Elle avait été construite pour concurrencer l'archevêque de Palerme. Et donc, cette cathédrale royale, hein, c'est la cathédrale du roi, elle est à la fois, vous le voyez, avec une nef à l'antique, romaine, mais un fond byzantin, et puis un cloître roman, mais avec une décoration très visiblement arabe, et un chevet qui est à la fois roman, arabe et byzantin. Voilà la Sicile au carrefour des cultures, dans le palais arabe, dans le palais de l'émir. Les Romans, le roi normand s'est installé et il a fait construire une chapelle palatine, une chapelle donc du palais, qui mélange elle aussi harmonieusement les trois cultures. On voit ici une décoration arabe à la base des murs. On voit plus encore spectaculaire un plafond, on le distingue peut-être mal, mais c'est un plafond très ouvragé, un plafond arabe au-dessus des mosaïques byzantines. Voilà. À partir de la fin du XIIe, la situation va changer parce que la Sicile va revenir, par mariage bien sûr, à l'empereur Henri VI, l'empereur du Saint-Empire germanique. Et vous voyez donc sur cette carte que la Sicile fait donc théoriquement partie, le royaume de Sicile, c'est-à-dire la Sicile et la partie continentale, fait donc théoriquement partie du Saint-Empire romain germanique. Bon. Ça ne plaît pas du tout au pape, parce que vous voyez, le pape, les États du pape sont complètement enserrés. Comme le pape se querelle constamment avec l'empereur pour des questions non seulement de préséance, mais aussi de pouvoir, hein. C'est la querelle des investitures, c'est ces querelles qui vont durer toute la fin du Moyen-Âge. Donc le pape va essayer de briser cet encerclement, et c'est pourquoi, c'est Innocent III, il va se révéler le soutien du fils de l'empereur Henri VI, Frédéric, qui est élevé à Palerme et qui devient roi de Sicile. Et il va donc essayer d'éviter que ce Frédéric devienne à la fois empereur. Mais il n'y parviendra pas. Il deviendra empereur, il sera élu empereur. C'est Frédéric II, c'est le célèbre Frédéric II.
Frédéric II, c'est un contemporain de Saint-Louis. Donc, c'est un contemporain, je l'ai dit, du pape Innocent III. Mais c'est un personnage, c'est un des empereurs les plus remarquables du Saint-Empire romain germanique, parce que c'était un homme de grande culture. Il venait de Sicile, il est né en Sicile, il a vécu toute sa jeunesse à Palerme. C'est un amoureux des sciences et des arts. Il parle plusieurs langues, il connaît le provençal, il parle l'arabe. Et il va être excommunié par le pape plusieurs fois. Alors, c'est plus Innocent III, c'est ses successeurs, parce qu'au fond, d'abord, il est toujours en conflit, il a papoté, et ensuite, il ne part pas à la croisade alors qu'il s'y était engagé. Puis, lorsqu'il part à la croisade, il négocie avec les musulmans, il négocie avec le sultan d'Égypte et réussit à récupérer Jérusalem pour les chrétiens, mais par la négociation. Et donc, cette alliance, en quelque sorte, cette entente avec les Sarrasins, avec les infidèles, est très mal vue. Il est encore excommunié pour cela. Voilà. Ce qui ne l'empêchera pas, d'ailleurs, de déporter tous les Arabes de Sicile, car là, les Arabes sont de moins en moins nombreux, de majoritaires, ils sont devenus minoritaires, de plus, ils se révoltent contre le pouvoir de l'empereur. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont déportés, mais c'est parce qu'ils se sont révoltés contre lui. D'ailleurs, il les installe fort confortablement dans l'Italie du Sud. Il meurt en 1250 et avec lui commence ce grand interrègne. Après lui commence ce grand interrègne qui va mettre à mal le Saint-Empire romain germanique. Alors le pape croit qu'il va enfin régler son problème en donnant la Sicile. Alors c'est le pape français maintenant, un des successeurs d'Innocent III, c'est Urbain V. Il va donner la Sicile aux frères de Saint-Louis. Alors, Saint-Louis, ce n'est pas du tout pareil que Frédéric II, bien sûr. Sa réputation dans l'Église est bien meilleure, puisqu'il sera canonisé. Et donc, ce frère de Saint-Louis, Charles d'Anjou parce que c'est la province qu'il gouvernait à l'origine, a depuis acquis la Provence. Il a acquis la Provence parce qu'il s'est marié à la dernière héritière du comté de Provence. Donc, le comte de Provence devient roi de Naples. Ça va pas être une bonne affaire, on va le voir, pour la Provence. Il est couronné en 1266, il est couronné à Rome, pas à Palerme, et il ne va pas rester longtemps en Sicile, puisque dès 1282, eh bien, les Siciliens se révoltent contre ces Français qui sont totalement insupportables. Ce sont les fameuses vêpres siciliennes. Et sous le Second Empire, on a demandé à Verdi de faire un... Je me demande pourquoi d'ailleurs, puisque ça n'a rien de glorieux pour les soldats de Charles d'Anjou, pour les soldats français, puisque c'est à suite à un contrôle que sur une femme voilée que les Siciliens se révoltent et jettent les Français hors de Sicile. Ces Français seront complètement haïs en Sicile pendant très très longtemps. Et alors ce qui est très curieux, c'est que ces Français haïs, eh bien, ce sont les Français de Provence et de Charles d'Anjou. Ce ne sont pas les Français qui ont précédé ceux du royaume des Normands. Je me souviens qu'en Sicile, une guide avait très nettement fait la différence et voulait absolument que ces Normands soient des descendants des Vikings et non pas du tout des Français. Car les Français, pour les Siciliens, c'est ceux des vêpres siciliennes. Bon. Alors, la guerre va avoir lieu pendant très longtemps, très longtemps, jusqu'en 1443, entre les Angevins, les Provençaux, si vous voulez, et les Aragonais. Car l'Aragon s'est taillé donc cet empire, à la fois l'Aragon, la Sardaigne, la Sicile. Les Français sont chassés en plus du royaume de Naples. Et cette guerre va ruiner bien sûr la Sicile, va ruiner également la Provence, et va couper un peu la Sicile de l'Italie où se produit la révolution des communes, des riches villes italiennes, la révolution commerciale, la renaissance artistique. Donc là, la Sicile est un peu à part. Elle est un peu à part. C'est l'époque aussi, non seulement de la guerre, mais c'est aussi l'époque de la
de la peste de 1348, et du coup, et de ses répliques. Et du coup, on voit cette fresque qui est à Palerme, le triomphe de la mort, parce que entre les guerres entre Aragon et Provence et la peste, évidemment, la population sicilienne, comme ailleurs en Europe, comme en Provence, comme chez nous, est très durement touchée. Alors, il y a un peintre de la Renaissance, malgré tout, en Sicile, mais il y en a à peu près qu'un, c'est Antonello, qui est né dans la ville de Messine et qui a réalisé, entre autres, ce portrait de la Vierge de l'Annonciation, portrait qui est fait avec la peinture à l'huile. Il est donc un de ces premiers à utiliser la peinture à l'huile qui est venu, comme on sait, des Pays-Bas. Alors, nous sommes à une époque de grande transformation. 1453, c'est la prise de Constantinople par les Turcs. C'est-à-dire que l'Empire byzantin disparaît. Alors évidemment, ça faisait un siècle qu'il n'était plus que le fantôme de lui-même, mais néanmoins, il servait de base pour le commerce et pour la présence chrétienne en Orient. Donc le royaume byzantin important, c'est un choc terrible en Occident. On voit ici la cathédrale Sainte-Sophie qui devient la cathédrale de Justinien, la cathédrale de l'Empire romain d'Orient qui devient une mosquée. Mais au fond, les chrétiens n'ont pas fait grand-chose pour essayer de sauver l'Empire byzantin. On peut dire qu'à part Venise, ils n'ont rien fait. Néanmoins, ils vont recueillir l'héritage, une partie de l'héritage, parce qu'un grand nombre de Grecs vont venir. Et puis, c'est l'époque aussi, 1479, de l'union de l'Aragon et de la Castille, et donc de la création de l'Espagne. Et du coup, la Sicile, qui relève de l'Espagne, va voir les règles de l'Espagne venir chez elle, et notamment l'Inquisition, qui arrive en 1488. Et du coup, les Juifs seront expulsés d'Espagne et de Sicile en 1492. L'ennui, c'est qu'en Sicile, ils occupaient une place importante dans l'économie. Également, du fait de l'Espagne, l'interdiction du commerce avec les infidèles. Alors évidemment, l'interdiction du commerce avec les infidèles ne va pas être respectée ni par Gênes, ni par Venise. Bon. Mais néanmoins, ça favorise le développement de la piraterie en Méditerranée, car à part les grandes républiques italiennes, évidemment, l'Espagne interdit, au moins dans la Méditerranée occidentale, interdit ce commerce. Donc, on va se développer la piraterie qui est alimentée à la fois par les barbaresques, par les habitants d'Afrique du Nord, et par tout un tas de chrétiens qui sont tout contents de se faire turcs pour pouvoir pratiquer cette activité. D'ailleurs, le plus célèbre de ces pirates, c'est un grec, c'est Barberousse, qui deviendra le souverain de la région d'Alger. Et puis, encore, et plus encore peut-être, en 1492, la découverte d'une nouvelle route, d'un nouveau continent, la découverte de l'Amérique. Et en même temps, la découverte d'une nouvelle route, quelques années après, pour aller en Orient chercher les épices. Et du coup, ça change complètement la situation, bien sûr, enfin pas tout de suite, mais ça va changer la situation de la Sicile qui va plus se trouver sur les routes commerciales. Voilà. Donc la Sicile va rester espagnole jusqu'en 1714. Elle va être soumise à des impôts, bien sûr, qui évidemment vont alimenter la politique espagnole, notamment les guerres. Sa situation économique est stable. Les grands propriétaires qu'on appelle les barons dominent évidemment la situation, ils dominent l'économie. La paysannerie est très pauvre, elle n'est pas propriétaire. Les côtes sont plus ou moins peu sûres parce qu'il y a toujours la piraterie, on peut toujours se faire attraper, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. L'intérieur est mal desservi, donc l'État est ignoré. Il n'y a plus de population mélangée maintenant en Sicile, il n'y a plus d'Arabes, on le sait, ils ont été déportés. Il n'y a plus de Grecs et il n'y a plus de Juifs. La Sicile est exclusivement italienne, elle est exclusivement latine. Et d'ailleurs, la langue de l'administration devient le toscan. Alors, pas la langue du peuple qui est le sicilien, mais la langue de l'administration.
c'est le Toscan, bien que l'administration soit faite au nom du roi d'Espagne. Donc, après le Concile de Trente, bien sûr, c'est la contre-réforme et c'est le développement de l'art baroque. Alors, si la Sicile a été à l'écart de la Renaissance, elle ne va pas du tout être à l'écart de l'art baroque qui va absolument magnifier la Sicile. Alors, une des premières œuvres baroques, c'est le carrefour de Palerme, le carrefour principal de Palerme, qui est décoré, les quatre coins sont, c'est le carrefour des quatre coins, qui sont décorés dans cet art nouveau qui est particulièrement travaillé, particulièrement recherché. Et puis se développe aussi, bien sûr, la dévotion à Marie, qui va avec la contre-réforme, la construction d'églises, on va le voir, et puis le culte de Sainte Rosalie à Palerme, qui s'ajoute au culte qui existait déjà en Sicile. Confréries, processions, tout ça contribue à faire de la Sicile un pays baroque. Et puis le tremblement de terre de 1693, qui va détruire toute la partie sud-est de la Sicile, donc Ragus, Noto, Modica, et qui va permettre la reconstruction de ces villes d'une façon tout à fait nouvelle, dans cet art nouveau qu'est l'art baroque, et qui va devenir vraiment la marque de la Sicile du XVIIe siècle. Alors, on voit ici l'église Saint-Dominique qui a été faite par l'architecte sicilien Rosario Gagliardi et qui est donc une splendeur, comme beaucoup d'églises de Sicile, puisque en plus, on arrive à faire travailler dans les courbes, n'est-ce pas, et non pas simplement dans des façades planes. L'intérieur, nous ne le voyons pas, mais il va bien entendu dans le même sens, on s'en doute. Alors, lors de la guerre de succession d'Espagne, la guerre de succession d'Espagne, c'est lorsque le petit-fils de Louis XIV est appelé à devenir, par héritage, par désignation du roi d'Espagne qui vient de mourir, le roi d'Espagne. Mais évidemment, les autres pays d'Europe craignent beaucoup une domination française. En fait, c'est une erreur. L'Espagne ne va pas être, ne sera pas unie à la France, mais on ne le sait pas. Et donc, cette guerre va être très longue et elle va aboutir au traité d'Utrecht en 1713. Et à ce moment-là, cette Espagne, gouvernée par le petit-fils de Louis XIV, on va lui demander de renoncer à toutes ses possessions en Europe. Donc la Sicile va changer à partir de là plusieurs fois de maître. Elle va revenir d'abord à Victor Amédée de Savoie. Victor Amédée de Savoie qui avait changé d'alliance et s'était battu contre la France et du coup qui a reçu la Sicile en récompense, mais il ne va pas la garder longtemps, juste le temps de demander à l'architecte sicilien Filippo Juvar de venir et construire de nombreux édifices en Piémont. Donc la Sicile ne reste pas longtemps piémontaise, elle revient très vite à l'Autriche, suite à une guerre ensuite entre l'Espagne et l'Autriche, et on donne en consolation au roi du Piémont la Sardaigne. Bon, donc cette Sicile va changer encore de maître, puisque après la guerre de succession de Pologne, elle n'est plus autrichienne, elle revient au Bourbon d'Espagne, à nouveau les Espagnols, et cette fois, elle est liée au royaume de Naples, c'est-à-dire la cathédrale n'est plus Palerme, la cathédrale c'est Naples, ce qui déplaît évidemment souverainement aux Siciliens qui vont commencer à être hostiles aux Napolitains. Bon, commencer à être hostile. Il était déjà, enfin là ça s'aggrave, puisqu'ils ont l'impression d'être une colonie, si vous voulez, de Naples. Lors de la Révolution française, le royaume de Naples est pris par les soldats de Napoléon, d'abord par les soldats de la République et ensuite par les soldats de l'Empire. Mais la Sicile et la Sardaigne restent à part, c'est-à-dire que les rois de Sardaigne et du royaume des deux Siciles se sont réfugiés dans leur île. Ce qui fait que les réformes qu'introduit la France dans toute l'Europe, c'est-à-dire l'abolition du système féodal, le code civil, l'égalité donc civile, tout ça ne s'applique pas à la Sicile,
Alors la Sicile est sous protection anglaise, et du coup les Anglais vont demander quand même aux propriétaires siciliens de moderniser un peu leur méthode de gouvernement. Alors on fera bien l'abolition du système féodal, mais ça sera la transformation des propriétés féodales en propriétés privées, donc pas du tout au bénéfice des paysans, ce qui fait que la Sicile ne va pas avoir ces fameux paysans propriétaires comme on a en France, et du coup, pour de nombreux historiens, c'est une des causes du retard de la Sicile qu'on va observer après, parce que cette population reste très dépendante des propriétaires. Alors, ce ne sont plus des féodaux, mais ce sont des propriétaires privés. Et par conséquent, en plus, ils ont perdu les bois, ils ont perdu les pratiques communautaires. Donc, en 1815, après la défaite de Napoléon, le nom qui est donné à ce royaume, c'est officiellement le royaume des deux Siciles. Alors, c'est un royaume très puissant, au fond. Naples est la ville la plus peuplée d'Italie. C'est un royaume si puissant qu'il aurait pu être celui qui fera l'unité de l'Italie, mais c'est un royaume qui est considéré comme très immobile. Il est allié de l'Autriche. Or, l'Autriche, sa politique, c'est d'empêcher les idées françaises, les idées libérales et nationales françaises de se développer. Donc, finalement, c'est un grand immobilisme, vous voyez, un grand conservatisme. Et du coup, eh bien, ça reste un pays d'inégalité avec une population qui est analphabète, bien sûr, et très pauvre. Alors, il y aura quand même plusieurs révoltes, car l'idée, c'est les Siciliens sont quand même d'accord, et la noblesse et le peuple, pour se débarrasser des Napolitains. Donc, il y aura plusieurs révoltes à différentes époques, jusqu'à ce qu'on arrive à la plus importante, qui est celle de 1848, au moment du printemps des peuples, mais juste avant le printemps des peuples, puisqu'il commence à Paris en février, mais là, nous sommes en janvier en Sicile, et cette révolte va aboutir à l'indépendance de la Sicile, mais ça ne va pas durer, bien sûr. Après le printemps, c'est l'hiver, et très vite, Palerme est reconquise, Messine aussi, par les troupes napolitaines. Et il faudra donc attendre le risorgimento, c'est-à-dire la marche de l'Italie vers son unité, pour que la situation de la Sicile change. Nous sommes donc en 1859, le royaume d'Italie du Nord a réussi à unifier toute la partie septentrionale avec l'aide de la France, avec l'aide de Napoléon III, qui a envoyé l'armée française, Magenta, Solferino, mais qui a laissé la Vénétie à l'Autriche parce que, eh bien, la guerre ayant été très, très dure, il n'a pas voulu la continuer. Donc, la Vénétie reste à l'Autriche. Cependant, toute l'Italie du Nord s'est unifiée. Du coup, il a obtenu ce qui était prévu, le rattachement de la Savoie à la France, et même de Nice. Pour la Savoie, il n'y avait pas de problème, c'est un pays de langue française. Pour Nice, c'était plus contestable, mais ça s'est passé avec l'accord des populations, mais pas l'accord de Garibaldi, pas l'accord du Niçois Garibaldi, qui est le grand héros, de cette période. Pourquoi il est héros? D'abord parce qu'il a une réputation, il s'est battu en Amérique du Sud pour la liberté, et quand il vient, il participe à la Révolution de 48, il est en 49 lors de la création de la République romaine, et en 1860, il se bat encore contre les Autrichiens victorieusement. Donc voilà, c'est vraiment le héros de l'unité. Et c'est pour ça qu'on lui confie, qu'on le supplie de prendre le commandement d'une expédition que les patriotes italiens veulent envoyer en Sicile. Parce qu'ils se disent que puisque la Sicile se révolte facilement contre Naples, c'est peut-être le moyen de faire disparaître ce royaume des deux Siciles, réactionnaire, horrible, qui s'oppose à l'unité de l'Italie. Bon, il restera le problème du pape, mais Garibaldi, lui, personnellement, veut faire sauter le pape aussi, bien entendu. Napoléon III, non. Alors, cette expédition de Sicile, elle se fait sans l'appui officiel du royaume de Sardaigne, du royaume de Piémont-Sardaigne. C'est-à-dire que Garibaldi peut partir, mais on ne l'empêche pas. Mais enfin, officiellement, on ne le connaît pas. Alors, il s'en va de Gênes, d'un petit port de Gênes, Quarto. Il part avec 1000 camarades. Ça ne fait pas beaucoup, d'autant que l'armée napolitaine, elle a vers 1000 hommes. Hein.
Alors, les 1000 hommes de Garibaldi, bien sûr, ils ne vont pas pouvoir vaincre les 20 000 napolitains, mais du coup, il reçoit des renforts à la fois de la population sicilienne, aussi bien les propriétaires que les paysans, et il reçoit aussi des volontaires de toute l'Europe, parce que là, en Angleterre, en France, on s'enflamme pour la terre de Garibaldi. De sorte que son grand problème, c'est de traverser le détroit de Messine, et il faut faire traverser à toutes ses troupes, mais comme le pouvoir napolitain s'effondre, Garibaldi va partir quasiment tout seul, il va arriver à Naples, et il va être au milieu des soldats napolitains accueilli en triomphateur, le Duce Garibaldi, Duce parce qu'il est devenu dictateur provisoire, donc le dit de Garibaldi est chef, en quelque sorte, de ce royaume des deux Siciles. Et lui, bien entendu, il pense à Rome. Et donc, il n'est pas question qu'il puisse aller à Rome pour le roi d'Italie, il n'est pas question pour l'empereur des Français, donc il faut l'arrêter. Donc, les Piémontais descendent à travers les États du pape dans le sud et Garibaldi accepte de remettre son pouvoir à Victor Emmanuel, qui va devenir donc le roi d'Italie. Ce roi d'Italie garde son nom, Victor Emmanuel II de Piémont-Sardaigne devient Victor Emmanuel II d'Italie, et effectivement, cette Italie unifiée et surtout piémontaise. Et ça, c'est évidemment pour les Siciliens quelque chose qui va se révéler difficile. Qu'elle est centralisée, qu'elle est à la française, les Piémontais étant très proches de la France et l'exemple français étant très fort pour eux. Et donc, ils vont établir, par exemple, le service militaire obligatoire. Mais en Sicile, il n'y a jamais eu de service militaire obligatoire. L'État a toujours été étranger. On n'a jamais convoqué le peuple sicilien au combat. Et par conséquent, il est très rétif. Il est très rétif et il y a des désordres, il y a des bandes armées, il y a des sociétés secrètes qui se créent, on le sait bien. Et donc, il va y avoir une guerre civile qui va faire 2500 morts quand même en Sicile. C'est donc très décevant pour les Siciliens. Et puis, on le sait, au 19e, au 20e, la Sicile fait partie des régions les plus pauvres d'Italie, ce qu'on va appeler le Mezzogiorno. Et donc, les historiens et les économistes sont très divisés sur ce sujet. Est-ce que le retard de la Sicile est provoqué par son intégration dans l'Italie? Il y en a qui le soutiennent en disant que l'Italie du Sud a été colonisée, donc la Sicile principalement. Et d'autres qui, au contraire, font remarquer que ce retard de la Sicile avait commencé lorsque, je l'ai signalé, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, avec la Renaissance, avec l'occupation espagnole, avec le changement du commerce mondial, et puis avec ce royaume des deux Siciles. Donc, c'est un débat qui est difficile, mais ce n'est pas le nôtre aujourd'hui. Ce que nous constatons, c'est que la période la plus célèbre pour les Siciliens, celle qui est la mieux aimée, c'est la période du royaume normand. Parce que ces Normands ont apporté à la Sicile l'indépendance, la puissance, vous voyez, le rayonnement, et c'est pourquoi je vous laisse ces quelques images qui montrent que chaque année en Sicile, ici ou là, mais particulièrement dans cette ville, de Piazza Armerina, on célèbre, on se rappelle de ce qu'ils appellent la libération de la ville par les Normands, en fait la conquête par les chevaliers français, mais on ne va pas le dire bien sûr, de la Sicile, et on voit donc que c'est quelque chose dont ils sont fiers et qui leur permet d'être fiers de leur bien-aimée Sicile. Bon ben voilà, je vous remercie.